Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et votre invité politique, Jean-François Aquili, ce matin est Emmanuel Grégoire, député PS de Paris et candidat à la mairie de Paris. Bonjour à vous, Emmanuel Grégoire. Bonjour. Et soyez le bienvenu. Qui a écrit hier soir sur son compte X, Ousmane, je t'aime? C'est moi, mais c'est parce que j'étais très heureux qu'il gagne le Ballon d'Or. C'est pour toute l'équipe d'ailleurs la consécration d'une saison magnifique. Et puis ça atténuait l'amertume d'avoir perdu. Mais enfin, c'est rare que le PSG perde en ce moment. Voilà, c'est une très belle saison. Ça a été vraiment un moment très fort pour la ville, pour le pays entier, parce qu'il y a des supporters du Paris Saint-Germain. Vous êtes supporter partout. C'est le supporter ou c'est le candidat qui parle là? Non, c'est le supporter. Je crois pas que ça fasse bouger une voix, mais en l'occurrence, si c'est le cas, tant mieux. Mais en l'occurrence, je suis un supporter de fou. On a le droit d'avoir en politique des passions qui n'engagent pas que des objectifs ou des pensées électorales. Emmanuel Grégoire, si vous êtes élu maire de Paris, c'est possible, hein? J'espère que ce sera le cas, oui. Oui. Est-ce que le Paris Saint-Germain, qui est financé par le Qatar, doit rester au Parc des Princes ou le quitter pour... Alors, il y a deux destinations, c'est Poissy, c'est Massy. Qu'est-ce que vous feriez? J'ai déjà évoqué le sujet. Je vais mettre sur la table des options très précises. Je demanderai un mandat au Conseil de Paris et je réengagerai le dialogue avec l'actionnaire. Je souhaite vraiment que le PSG reste au Parc des Princes parce que c'est son histoire, parce que c'est la cohérence historique, parce que c'est le souvenir de beaucoup d'événements heureux de la ville, et puis parce que c'est pas le même projet sportif. Quand on a un club et un stade en cœur de ville, c'est pas pareil. Je dis pas d'ailleurs que c'est une catastrophe s'ils partaient ailleurs. Bien d'autres clubs l'ont fait également, mais je pense que ce serait une occasion manquée. Je pense que ce serait tourner le dos à une partie importante de cette histoire, et donc voilà, je souhaite qu'il reste. Vous pensez qu'Anne Hidalgo est allée trop vite en besogne? Le prix, c'était 38 millions d'euros, hein? Non, mais ça, c'est le prix que quelqu'un avait verbalisé, qui n'est pas le bon prix. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ça a chopé. Quel prix? Est-ce que ça a un prix? Oui, je peux même vous dire, le Takeo, on estime que l'espace foncier dans cette zone-là, ça vaut 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que le nombre de mètres carrés dans ce quartier-là rapporté à sa rentabilité immobilière, c'est 1 milliard d'euros. Donc ça vaut pas 1 milliard d'euros, puisque ce ne sont pas des immeubles de bureaux, c'est un stade de foot. Donc entre 0 et 1 milliard d'euros, il va falloir affiner l'évaluation, et je le redis, c'est pas moi qui dois le fixer, ce prix. C'est soumis à des règles précises de validation par l'administration fiscale, etc. Bref, on va trouver une solution si on veut trouver une solution. Si le club veut un stade de 100 000 places, c'est clair, ce ne sera jamais à cet endroit-là, ce n'est pas possible. Matériellement, ce n'est pas possible. Si en revanche, il veut un magnifique stade autour de 55-60 000 places de centre-ville, son histoire, c'est de rester au Parc des Princes. Et c'est votre désir en tant que candidat à la mairie de Paris. Emmanuel Grégoire, il y a la reconnaissance de l'État de la Palestine. Emmanuel Macron hier soir à l'ONU, j'imagine que vous avez suivi ce discours. Une affirmation du président fait débat ce matin quand il parle d'une défaite pour le Hamas. En quoi c'est une défaite de reconnaître l'État de Palestine, puisque le Hamas n'a pas désarmé, n'a pas relâché les otages? Alors, les combats continuent. D'abord, je le redis, le Hamas est une organisation terroriste qui aurait dû depuis longtemps, d'abord ne pas commettre ces attentats terroristes, et deuxièmement libérer les otages. Et le Hamas est très coupable de la situation. S'il libérait les otages, Netanyahou n'aurait plus aucune excuse dont se saisir pour continuer ce massacre. Et il ne le fait pas parce que c'est une organisation terroriste, c'est une organisation de fanatiques qui n'aspire qu'à une chose, c'est la guerre des uns contre les uns et faire en sorte que tout s'effondre. La reconnaissance de l'État de Palestine est un moment historique. Il était souhaité, je le souhaitais moi-même depuis longtemps, qui suit un défenseur des deux États. Et je le redis, avec la même affection et le même soutien indéfectible à l'État d'Israël, mais aussi au droit légitime des Palestiniens à disposer d'un État. Donc le Hamas est une organisation terroriste qui doit être éradiquée. Sa question de sa démilitarisation est indispensable, de son absence totale dans le futur de la gouvernance de la Palestine également, et je veux dire à quel point il a fait du mal au peuple palestinien, le Hamas, de façon donc vous évidente. Dites quoi, soutien total à Emmanuel Macron dans sa démarche? Oui. En la circonstance, je pense que le président a pris un geste symbolique qui était important, et je le soutiens. Même si de fait, aux yeux de la communauté juive, cette reconnaissance est bien valide le 7 octobre. Non, je ne crois pas qu'il
je sais bien que beaucoup pensent ça. Moi-même, dans mes amis, on en parle tout le temps, etc. Je sais que c'est difficile et que la situation c'est un argument qui est difficile. La reconnaissance de la Palestine est la conséquence des représailles, de la guerre totale de représailles qui a été engagée par Netanyahou. C'est une évidence. Et est-ce que la guerre de représailles totale est la conséquence des attentats du 7 octobre ? La réponse est oui aussi. Et donc c'est un débat. Je vais vous dire, c'est un débat difficile. Je n'en suis pas un expert d'ailleurs. La seule chose à laquelle moi j'aspire, c'est qu'on puisse en France en débattre sereinement et qu'une nul, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, ne soit assimilé à une forme de légitimité ou de soutien de fait à un camp ou à un autre. Alors, je ne suis partisan d'aucun camp, si ce n'est celui de la paix et du droit d'Israël et de la Palestine à vivre librement. Et je veux, moi, simplement contribuer à ce que nos concitoyens français ne subissent pas les effets à rebond de ce terrible conflit. Il y a un élément du débat, c'est le drapeau. Hein. C'est pas anecdotique. Vous auriez été maire de Paris, vous auriez fait ce qu'a fait Anne Hidalgo sur la Tour Eiffel, les deux drapeaux. Oui, je l'aurais fait. De toute façon, je vais vous dire, quoi que vous fassiez, vous êtes critiqué. Vous en mettez un, vous êtes critiqué. Vous mettez l'autre, vous êtes critiqué. Tout ça ne m'intéresse pas. Je ne crois pas que ce débat sémantique ou de posture sur le drapeau soit à la hauteur de la gravité de ce qui se passe. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, un débat qui occupe totalement l'espace médiatique français et qui est pour moi le syndrome des impuissants. C'est-à-dire, comme on ne sait pas comment aider, comme on ne sait pas comment régler, on se fait des débats d'intello sur savoir si mettre un drapeau c'est bien, pas bien, quelle taille, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est tout seul. Moi, je soutiens l'initiative de la maire parce qu'elle est spectaculaire et qu'elle est sur la Tour Eiffel et que dans le monde entier, c'est un lieu de symbole important et que, à la fin, ce que je retiens, c'est que sur la Tour Eiffel, monument si symbolique dans le monde, il y a un drapeau palestinien, un drapeau israélien et une colombe de la paix, ne devrait inspirer que soutien. Oui. Et deuxièmement, est totalement conforme à ma position personnelle. Vous contestez ces conseillers de Paris qui ont déroulé dans le dos de la mer, parce qu'elle n'est pas là, le drapeau palestinien. Je conteste pas. Écoutez, c'est un happening. Chacun trouve le moyen, comme il le souhaite, d'exprimer son soutien à une cause, etc. Je les connais, ces personnes, ces élus, ces militants. Ce sont des amis. Ce sont des amis et des alliés. Donc on n'est pas toujours d'accord. Je ne l'aurais pas fait, si c'est la question que vous me posez. Oui. Mais en revanche, je ne vais pas jeter l'opprobre, etc. Enfin, c'est un débat vous avez des drôles. Excusez-moi, Emmanuel Grégoire, vous avez des drôles d'amis. Regardez Jean-Luc Mélenchon qui qualifie l'initiative d'Anne Hidalgo de consternante, de stupidité. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été mon avis. Il ne le sera jamais. Donc non, mais confondez pas. Vous faites une phrase qui ne va pas. On parle de mes amis, vous vous enchaînez sur Jean-Luc Mélenchon. C'est pas mon ami, ça ne l'a jamais été. La France insoumise ne sera pas votre allié à Paris. Non, du tout. Vous suivez pas beaucoup l'actualité. J'ai dû le dire 1253 fois. Donc ça fait je peux le dire 1254 fois. Mais vous le savez très bien. Vous reposez la question alors que vous le savez que je ne vais pas m'allier avec LFI, on l'a dit plusieurs fois, vous le savez. Ça va être compliqué du coup. Non, ça va pas être compliqué. On a toujours gagné depuis 2014 avec LFI qui existait et sans faire alliance avec eux. Donc c'est de l'ordre du possible. Si Anne Hidalgo l'a fait, je le ferai. Emmanuel Grégoire, nous évoquons Anne Hidalgo. Il y a cette polémique qui fait beaucoup réagir. Ça ne sera pas la 1254e fois que vous l'évoquerez, c'est la première fois. Les frais de représentation de la maire de Paris. Ici même, Nathalie Loiseau, à votre micro hier matin, qui est eurodéputée Horizon, a dit « Mes impôts de Parisienne n'ont pas à payer ces robes Dior ». Qu'en pensez-vous ? Alors, d'abord, honnêtement, c'est une grossière manœuvre de diversion qui est organisée par la droite pour faire oublier les turpitudes de Madame Dati. De quoi on parle ? D'un côté, de frais de représentation parfaitement légaux, et de l'autre côté, d'un renvoi en correctionnel pour corruption dans des sommes vertigineuses. Je ne parle même pas des bijoux non déclarés, etc. Il faut prendre la mesure de la disproportion qu'a pris ce débat dans l'espace médiatique et de l'indulgence immense dont bénéficie Madame Dati sur les affaires pour lesquelles elle est renvoyée en correctionnel pour corruption. Deuxième chose, Madame Loiseau, vous auriez pu lui suggérer de publier elle-même l'intégralité de ses frais de représentation quand elle a été en fonction gouvernementale et comme parlementaire européen. Et on verra ce qu'elle fait et ce qu'elle a fait. Je la mets au défi. Mais jamais au défi, elle, de publier, comme l'a fait Anne Hidalgo, l'intégralité, depuis qu'elle exerce des mandats, de ses dépenses. Ensuite, je vois bien l'émoi et, entre guillemets, la difficulté que ce sujet fait naître. Il y a une demande de sobriété et une demande de transparence et, honnêtement, elle est légitime. Elle est légitime. C'est un ressenti puissant dans l'opinion publique. Oui, je le vois bien. Je le vois bien, mais je veux aussi quand même insister sur la disproportion. La disproportion de l'obsession, de la maltraitance qui est exercée
à l'endroit uniquement d'Anne Hidalgo. Tous les maires font des frais de mandat, mais que tous les publient. Quand Laurent Wauquiez est mis en cause pour des repas somptueux à 100 000 euros, le repas. On parle d'un côté d'une robe à 4 000 euros, de l'autre côté un repas à 100 000 euros payé par l'argent public. Ce n'est pas grave parce que c'est moins cher. Non, je dis pas ça. Je dis juste la disproportion dans l'exigence morale qui est imposée à chacun. Elle est à géométrie variable en fonction des affinités politiques de ceux qui les exercent. Donc il faut s'en indigner, mais un tout petit peu. Il faut s'en indigner. Il faut pas s'en indigner. Je ne m'en indigne pas. C'est légal. En revanche, je veux vous dire quelque chose. C'est que d'abord, je ne ferai pas la même chose. Et donc, je prends 3 engagements. La première, c'est d'assurer tout au long du mandat la transparence totale annuelle de ces frais de mandat, de façon à ce qu'un contrôle continu puisse s'exercer. Ce sera le cas pour moi, mais ce sera le cas aussi pour tous les autres maires d'arrondissement. Parce que on en a discuté à gauche. On est favorable à ça. Deuxième chose, l'un des sujets qu'on voit qui émerge là, c'est que c'est légal, mais que ça gêne. Ça montre que les critères ne sont pas assez précis. Et donc, je mettrai en place une commission d'élus du Conseil de Paris qui, en appui de la commission de déontologie, donnera des critères à l'avance en disant voilà combien on peut dépenser pour telle chose. Qu'est-ce qui ne l'est pas. Exactement. Oui. Je vais vous donner un exemple. Pour les députés, on a le même sujet. Le député, avant, il n'y avait aucun contrôle. Aujourd'hui, il y a des contrôles. Et aujourd'hui, quand on saisit le déontologue de l'Assemblée nationale, on lui dit monsieur, est-ce que vous pensez que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que c'est sain de faire ça ? Il vous dit pour un restaurant, c'est pas plus de ça, etc. Je veux dire, le débat dont on parle là est exactement le même que celui qui concerne, on va dire, les notes de frais de millions de salariés ou de professionnels. Il faut il faut préciser les règles de façon à lever la suspicion. Je veux dire, il y a une demande d'exigence, de transparence, de sobriété. Je la comprends, je la partage, elle est indispensable, je me l'appliquerai. Et donc on le fera à travers un contrôle plus régulier et plus transparent. Donc, Rachida Dati aura l'occasion de vous répondre, parce que vous l'avez quand même mise fortement en cause. Je ne l'ai pas mis en cause, j'ai rappelé factuellement qu'elle est renvoyée en corruption. C'est pas la mettre en cause, c'est la vérité. Elle a le 29 une audience au tribunal judiciaire. Et vous voyez, vous dites, je la mets en cause, je la mets pas en cause, c'est factuel. Emmanuel Grégoire, il ne reste peu de temps, et pourtant, il faut prendre de la hauteur ce matin. Absolument. Vous avez décidé de faire campagne pour les toits de Paris, c'est-à-dire que vous voulez investir cet espace-là. Oui, on va faire campagne sur énormément de sujets. On a déjà parlé d'énormément de sujets, mais je suis très heureux que vous parliez de celui-là parce qu'il est important. Les toits de Paris, c'est la démonstration de la complexité dans laquelle on est. 78% des toits de Paris sont en zinc, qui est un matériau qui est extrêmement beau, qui fait évidemment la signature esthétique de la ville. De Paris, oui. On va devoir garder cette signature esthétique magnifique, mais on va devoir changer de matériau parce que il n'y a pas plus idiot pour faire un toit que mettre du métal. C'est quand il y a du soleil, on met pas une plaque de métal sur la tête pour ne pas avoir chaud et se protéger du soleil. L'idée, c'est 2 choses. C'est de dire qu'on va devoir, sur des exigences environnementales, réfléchir à tout ce qui concerne le bâti, dont les toits, parce que c'est l'endroit où le soleil est le plus puissant. Et deuxième chose, je porte l'idée que le toit, c'est immense. À Paris, les toits, c'est 33 millions de mètres carrés. Oui. C'est énorme. Et donc, on ne peut pas se priver de cet usage. Et donc, aujourd'hui, chacun connaît les rooftops. Oui. Branchés. Qui ont du succès, oui. Oui, ils ont du succès quand vous pouvez vous payer un spritz à 15 euros. Donc l'idée, c'est de faire émerger un réseau de toits, d'usages partagés, associatifs, culturels, méditatifs. On pourra regarder le ciel de Paris. Ce n'est pas toujours facile, sauf quand il est tout rose le soir. Mais en gros, c'est de dire que c'est un espace immense dont on ne peut pas se priver. Et l'objectif est qu'il ne soit pas privatisé, mais partagé. Et c'est un beau projet, je trouve, qu'on va construire tous ensemble. Partager les toits de Paris et passer un moment ensemble. Partager et végétaliser. Végétaliser, agriculture urbaine, agrovoltaïque, panneaux voltaïques, production énergétique et jeux pour enfants. Il y a plein d'idées qu'on va construire avec les Parisiennes et les Parisiens pour partager ce commun magnifique que sont les toits de Paris. Et mettre des zincs sur les toits de Paris, mais pas du zinc. Voilà. On va exactement. Merci à vous, Emmanuel Grégoire. Merci Emmanuel Grégoire au micro de Jean-François Aquili. Ça va peut-être vous faire réagir. Il y a du boulot quand même, parce que s'il faut transformer tous les toits en zinc de Paris avec évidemment... On a 6000 couvreurs zingueurs qui sont des professionnels extraordinaires qui vont faire ça. Mais c'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà végétalisé. Il faut mettre en fait dessus, il faut que ce soit hermétique en fait dessous. Et bien sûr, il y a du boulot. Et puis il y a les panneaux photovoltaïques aussi, c'est ce que veulent certains. Il y a du boulot, c'est une formidable phrase.
Non, pas ça. Oui. Vous réagissez 0826 300 300. On reviendra aussi, bien sûr, sur le sujet de l'AME qu'on a évoqué ce matin, puisque il y a une réunion aujourd'hui donc chez Sébastien Lecornu avec les deux auteurs de ce rapport, Claude Évin et puis Stefanini. Est-ce qu'il faut modifier jusqu'où la reconnaissance de la Palestine? Ok, mais ensuite, que va-t-il se passer? D'autant qu'aujourd'hui, ça va changer de ton un peu à l'ONU, puisqu'il y aura Donald Trump. À mon avis, ce sera pas tout à fait la même chose. Et beaucoup d'autres sujets. Ce qu'on a évoqué en fait tout à l'heure autour du Paris Saint-Germain. Bah tiens, le Paris Saint-Germain qui pourrait, s'il ne restait pas au Parc des Princes, aller à Poissy. Poissy où on construisait des voitures. Aujourd'hui, c'est bientôt terminé. On ne construira plus de voitures. Et il y a des chiffres alarmants. Il y a des chiffres alarmants qui arrivent, qui montrent que la Chine est en train de, avec un nouveau choc, évidemment, d'investir énormément en Europe et que ça va déferler. Nous en parlerons avec Éric Revel parce qu'il y a des chiffres qui ont été publiés ce matin. 8h32, vous avez la parole, le grand débrief de l'actualité sur Sud Radio.